Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement. Aujourd'hui, nous allons parler des OQTF, obligation de quitter le territoire français donnée à certains migrants pour entrée irrégulière sur le sol français ou pour menace de l'ordre public. Vous allez très vite voir que quelque chose ne tourne absolument pas rond dans notre système totalement corrompu. Abonnez-vous à la chaîne les amis, activez la cloche qui est juste en dessous pour être informé de mes prochaines vidéos. C'est crucial en cette forte période de vous savez quoi. Je remercie également toutes les personnes qui m'aident financièrement sur Tipeee et me permettent de produire des vidéos comme celle-ci. Merci vraiment à vous tous. Alors on va commencer de suite avec une très bonne explication d'introduction sur le sujet de Andrea Cotarac du Rassemblement National. Non mais l'immigration c'est un thème, vous voyez, qui crée de l'émotion, mais en fait il faut réagir à froid. C'est une compétence régalienne de l'État de savoir qui rentre, qui sort, qui est accepté, qui est refusé sur le territoire. Monsieur Macron, votre leader, avait promis en 2019 100% d'exécution des obligations de quitter le territoire français. Oui. Vous savez quel est le dernier chiffre? Non. Vous savez quel est le dernier... Non. Je vous pose une question. Vous savez quel est le dernier chiffre? 6,4%. Donc il n'y a pas une obsession des étrangers ou de je ne sais quoi, il y a une obsession d'appliquer la loi et d'appliquer l'ordre républicain dans notre pays. Voilà, donc tout d'abord, vouloir que les OQTF retournent dans leur pays n'est pas du racisme comme les gauchistes veulent bien le faire penser, c'est simplement faire respecter l'ordre républicain. Ce sont les préfets qui prononcent des OQTF pour des personnes qui sont soit en situation irrégulière ou bien représentant une menace pour la France. Dans les deux cas, ils sont en infraction sur le territoire français et certains sont même dangereux pour notre peuple, comme dans le cas de Claire, 26 ans, violée par un OQTF. J'étais en fait partie faire des courses au Monoprix à 10 minutes à pied de chez moi. Je rentrais tranquillement et j'avais pas forcément mes écouteurs. Je tape mon code de ma porte d'entrée et c'est des grandes portes cochères, donc ça mettait un petit peu de temps à se refermer. J'entends des bruits de pas courir derrière moi et en fait, je me retrouve tout simplement plaquée au sol avec les mains autour du cou et des mains autour de la bouche qui m'empêchent de respirer et de crier. Donc j'essaie de me débattre au maximum. Au final, en fait, ça dure une dizaine de minutes. Une dizaine de minutes de combat en quelque sorte. De combat. Et la personne, enfin du coup l'agresseur me demande, me dit je vais te tuer ou alors, si t'arrêtes pas de crier, sinon, tu vas devoir faire ce que je te dis. Donc là j'ai compris que ça allait en fait être un viol et que du coup j'avais pas le choix, sinon j'allais vraiment mourir. Donc pendant une vingtaine de minutes, je subis un viol assez violent et il y a personne, il y a aucun voisin qui vient. Pourtant, on est en plein samedi après-midi, j'ai quand même crié et je pense qu'en fait, personne n'était là. Donc, personne n'est là, personne ne réalise. C'est finalement une voisine qui passe dans le hall et qui fait fuir votre agresseur. C'est ça, il y a une voisine qui descendait du coup de son appartement pour prendre un Uber et partir en vacances. Et quand elle est descendue, l'agresseur a tourné la tête et j'en ai profité pour me réfugier derrière elle. J'étais dénudée et ensanglantée. Donc, heureusement, elle l'a fait fuir. Alors heureusement que cette voisine passait par là, sinon Dieu seul sait ce qui aurait pu se passer d'autre. Mais attendez, c'est pas terminé. L'homme a été retrouvé. Il se trouve qu'il avait également violé une autre femme 1 heure avant vous dans ce même quartier. Vous avez eu un contact avec cette autre femme qui a subi la même chose que vous ? Oui, du coup, en fait, quand on s'est retrouvés toutes les deux au commissariat, et c'est vrai que ça nous a permis aussi de pouvoir nous soutenir mutuellement. Donc, dans un sens, c'est un peu triste, mais c'est aussi plutôt pas mal. Vous vous êtes retrouvés toutes les deux au commissariat et l'homme a finalement été arrêté quelques heures plus tard, avenue des Champs-Élysées. Il était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Il est de nationalité sud-africaine. Voilà donc ce gars sous OQTF, violé en série, et malgré tout ça, il est toujours pas condamné. Dans mon cas, du coup, que en tout cas mon agresseur soit vraiment jugé, que sa peine soit vraiment bien exécutée. Là, il est soumis, normalement, il devrait avoir 15 ans de prison. Sauf que le problème, c'est qu'on sait très bien qu'il n'y a qu'un cas sur 10 des peines qui sont vraiment bien exécutées. Et en plus de ça, la justice est assez longue. Donc, en fait, j'aimerais bien que déjà le procès soit le plus rapidement fait possible parce que le problème, c'est que je pense qu'en tant que victime, on ne peut pas se reconstruire tant que le procès n'est pas réalisé et quand on ne sait pas exactement ce que, en tout cas, l'agresseur va avoir. Vous n'avez pas de date pour le procès au moment où l'on parle? Non, pas du tout. Incroyable. Et je pense que ça va être pendant très longtemps. Donc pas de date de jugement pour lui, ce qui est totalement inacceptable mais de plus en plus compréhensible devant le nombre croissant d'agressions sexuelles en France de nos jours comme celle-ci. Alors, les faits remontent au 31 octobre, la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2023.
Une jeune femme sort d'une soirée, elle se sent pas bien, elle prend un taxi, enfin un VTC, et elle demande à ce qu'on la raccompagne chez elle, enfin qu'on la conduise chez elle. Elle habite à Boulogne-Billancourt. C'est à côté de chez moi. Oui, mais vous n'y êtes pour rien dans cette histoire. En tout cas, votre nom n'est pas cité dans la procédure. Mais il faut se mettre. On est à Boulogne-Billancourt actuellement. On est à Boulogne-Billancourt, oui. Mais bon. Bref, donc cette jeune femme qu'on appelle Sandra, mais c'est évidemment pas son prénom, s'endort dans le taxi et elle se réveille en tout début de matinée vers 8h. Et là, elle est nue sur son lit et le chauffeur de VTC est également nu en train de lui caresser le sexe. Les enfants et tout, là, quelle horreur. Elle se réveille de sa torpeur, elle pense d'ailleurs qu'elle a été droguée, mais pas par le chauffeur de VTC, mais dans la soirée d'où elle sortait. Et là, elle appelle son frère, le frère appelle la police, les pompiers, et l'individu a été interpellé. Il s'agit d'un Tunisien qui est âgé de 37 ans, et qui, après sa garde à vue, n'a pas été incarcéré, qui a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Donc ce gars a abusé de la jeune fille et n'a pas été incarcéré. Voilà l'état pitoyable de la France sous Macron. Il détruit consciemment notre pays et même nos mamies. Écoutez Marion Maréchal. Un acte particulièrement ignoble m'a poussé à me rendre dans le 93 aujourd'hui. Je me trouve actuellement à la Courneuve, dans cette rue. Derrière moi, Monique, 83 ans et handicapée, a été agressée et violée par 2 clandestins algériens, Benaouda Daoudi et Anes Ben Khalifa, il y a quelques jours seulement. L'un d'eux sortait de prison et le second était déjà sous OQTF, obligation de quitter le territoire français, ou plutôt devrais-je dire invitation, quand on sait que ces obligations ne sont exécutées que dans 6% des cas à cause du laxisme de notre gouvernement. Je suis venue ici pour parler de ce crime car je suis profondément indignée que cette affaire monstrueuse n'ait suscité que très peu d'écho médiatique et politique. En France, en 2023, le viol d'une personne âgée vulnérable par des clandestins n'émeut manifestement pas grand monde et cela me révolte. Je me mets à la place de ces enfants, je me mets à la place de ces petits-enfants et je n'ose imaginer ce qu'ils ressentent. Ou du moins je l'imagine très bien, de l'effroi, c'est le premier mot qui me vient, de l'effroi face à une agression qui confine au sommet de l'horreur. Parce que depuis quelques années, le viol des personnes âgées est un phénomène criminel de plus en plus fréquent dans notre pays, qui passe totalement sous les radars et ne fait le plus souvent l'objet que de quelques lignes dans la presse locale. À Lille, en janvier, un clandestin sous OQTF a violé une femme de 78 ans. En décembre, encore dans le 93, un clandestin a tenté de violer une femme de 90 ans. En juillet 2022, un ressortissant congolais a violé 2 femmes souffrant d'Alzheimer de 70 et 78 ans à l'hôpital de Nanterre. En plein Paris, en juin de la même année, un Pakistanais a violé et tué une femme de 91 ans. Un mois plus tôt, à Palaiseau, dans l'Essonne, 2 clandestins algériens, encore, ont violé une retraitée de 69 ans chez elle pendant un cambriolage. Je pourrais malheureusement continuer cette liste sinistre pendant longtemps. Je ressens de l'effroi, mais je dois dire que je ressens aussi beaucoup de colère. Emmanuel Macron a fait son dernier coup de com' en nous parlant de décivilisation. Mais s'est-il interrogé une seule seconde sur les raisons profondes de l'ensauvagement de notre société? S'est-il interrogé une seconde sur la similitude du profit de ces monstres qui méprisent notre peuple au point de violer une des règles sacrées les plus élémentaires de la civilisation et même de l'humanité? On ne touche pas aux anciens, on ne touche pas aux enfants. S'est-il interrogé sur la responsabilité de son gouvernement tellement aveuglé par ses lubies migratoires qu'il laisse entrer et rester sur le territoire des individus dangereux, qu'il laisse sortir de prison des criminels en puissance? Il ne suffisait pas que nos petites filles soient menacées, et en disant cela, je pense bien évidemment à la pauvre petite Lola. Il faut maintenant que ce soit nos grands-mères qui soient menacées. Mais quel peuple au monde, avec un minimum de dignité et d'orgueil, peut accepter une telle chose sans réagir? Quel peuple peut accepter que son gouvernement n'assume pas la plus essentielle de ses missions, protéger les citoyens dont il a la charge? Ah oui, je sais déjà qu'ils m'accuseront de récupération, de racisme, de démagogie ou je ne sais quoi d'autre. Parce que pour la gauche, de toute façon, ou le gouvernement ou certains médias, les salauds, ce ne sont pas les criminels, mais ce sont ceux qui osent dénoncer haut et fort le lien entre immigration et insécurité. Alors 100% d'accord avec elle et les viols de mamies deviennent monnaie courante de nos jours avec ici par exemple cette mamie de 82 ans violée par un Soudanais. Écoute la petite fille de cette dame qui a été violée, qui était hier et qui a eu un très beau discours hier à la fin parce qu'elle a réexpliqué que son grand-père qui est décédé il y a 3 mois s'était battu pour la France, que la France c'était quelque chose d'important, qu'elle voulait croire malgré tout ça en la France. Écoutez-la. Je voulais juste dire que je parle aujourd'hui au nom de ma famille, sans message politique ni haine. La décision de médiatiser notre histoire a été compliquée à prendre, certains me l'ont même déconseillé. Mais s'il n'existe ne serait-ce qu'une infime chance d'être entendue ce soir, je me dois de la saisir. Pour ma famille, pour ma grand-mère, pour mon grand-père qui aimait tant la France, qui s'est battu pour elle,
et qui adorait par-dessus tout son drapeau, cette France-là n'a malheureusement pas su protéger sa femme. Il faut changer cela. J'ai conscience que cela ne se fera pas du jour au lendemain. La marche est bien trop haute. Mais je garde malgré tout foi en mon pays et me dis qu'il peut y arriver. Il faut donner les moyens à notre justice et à nos forces de l'ordre d'appliquer nos lois. Nous sommes malheureusement un cas loin d'être isolé et cela aurait pu être évité. Et un autre cas similaire de viol sur une autre mamie de 82 ans par un Guinéen sous OQTF. Écoutez cette histoire. Cambriolée dans sa villa de la Peine-sur-Uveau dans les Bouches-du-Rhône, une dame âgée de 82 ans résiste à donner ses bijoux. Face à son refus, l'homme l'aurait agressé sexuellement. Le suspect a été interpellé et c'est une information Europe 1. Il s'agit d'un clandestin sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, William Mollinet. L'homme qui a été placé en garde à vue est défavorablement connu des services de police. Il a déjà été condamné le mois dernier pour un cambriolage. Selon les informations d'Europe 1, ce ressortissant guinéen de 35 ans fait l'objet d'une OQTF. Il est censé avoir quitté le territoire français depuis le 17 janvier dernier. Selon la victime, l'agresseur s'est introduit samedi vers 14h à son domicile par une porte non verrouillée. L'homme lui réclame des bijoux et de l'argent, puis la bascule sur le lit avant de la violer et de prendre la fuite, non sans lui avoir dérobé son téléphone portable. En état de choc, l'octogénaire parvient à se réfugier chez une voisine avant d'alerter les secours et de fournir une description détaillée de son agresseur, ce qui a permis aux policiers d'interpeller l'individu quelques heures plus tard, alors qu'il se trouvait à proximité du domicile de la victime. L'enquête a été confiée à la police judiciaire des Bouches-du-Rhône. Voilà, alors attention quand même à ne pas faire l'amalgame. Quand on entend les nationalités, un Guinéen qui viole une mamie ne veut pas dire que tous les Guinéens sont des violeurs ou des criminels. Cela veut dire qu'il y a un Guinéen sous OQTF en situation irrégulière ou déjà connu des services de police pour des faits graves qui a commis cette agression sexuelle. Point barre, c'est tout. Les responsables, c'est uniquement ce Guinéen, bien sûr, mais aussi l'État qui n'a pas assuré consciemment la sécurité de notre peuple. L'État aurait dû renvoyer ce Guinéen chez lui car il était sous OQTF. Il n'avait rien à faire sur la France comme tous les OQTF de cette vidéo, dont ce Jordanien qui a violé une femme de 34 ans à l'hôpital Cochin à Paris. Un homme en situation irrégulière qui avait été mis en examen et écroué après avoir commis un viol sur une jeune femme à l'hôpital Cochin où il s'était fait passer pour un patient. Cet homme, on le découvre, faisait l'objet de 3 OQTF, les fameuses obligations de quitter le territoire. 3 OQTF sous 3 identités différentes. En fait, le mot obligation n'a pas vraiment de sens. Pourquoi ça ne marche pas, ces OQTF ? Alors ça ne marche pas dans la plupart des cas. Effectivement, dans 20% des cas, on arrive à éloigner les personnes. Là, c'est un crime terrible, horrible. La personne est aujourd'hui en prison, vous l'avez dit, et ça soulève 2 questions, celle des OQTF et des obligations de quitter le territoire, mais aussi celle de la sécurisation des établissements de santé. Et on doit travailler mieux sur cette question. Sur la question des obligations de quitter le territoire, la difficulté dans le cas d'espèce que vous évoquez et qui est une fois de plus dramatique, c'est comment, à cause de cette immigration irrégulière, on peut établir l'état civil de la personne, comment on peut établir sa nationalité. Tant qu'on ne sait pas de quelle nationalité il est, comment trouver le pays d'origine qui va pouvoir récupérer ce ressortissant. Et c'est là, dans le cas d'espèce, c'est qu'un coup, il disait, il semblerait qu'il soit jordanien de 22 ans, mais il avait fait aussi, il avait dit qu'il était un coup égyptien, un coup jordanien. En fait, il changeait d'identité, puisqu'il n'a pas de papier. Il disait un peu ce qu'il voulait à chaque fois qu'il était arrêté. C'est vraiment le problème de cette immigration irrégulière quand on n'a pas les empreintes digitales à l'entrée de la personne. Comment retrouver son pays d'origine et comment le faire accepter par ce pays d'origine. Et là, ça envoie à la question aussi des laissez-passer consulaires. Pour renvoyer la personne dans son pays d'origine, il faut que le pays d'origine l'accepte. Pour éviter tous ces problèmes, il aurait fallu déjà le contrôler dès le départ. Les contrôles opérés aux frontières sont tout d'abord très restreints. Dans les faits, lorsqu'un individu est interpellé, seule l'identité qu'il déclare compte, c'est-à-dire que ses empreintes ne sont pas prises faute de cadre légal, ses papiers d'identité ne sont pas scannés. Conséquence, cette personne n'est pas répertoriée, cela aurait pourtant facilité son expulsion. Si cette personne passe la frontière, mais est sous le coup d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire, il existe également de très nombreux recours. Ils ont été quadruplés en 10 ans. On apprend aussi que le ministère de l'Intérieur ne communique pas avec les autres ministères, c'est-à-dire que si le ministère de la Santé n'est pas au courant de cette OQTF et que l'individu bénéficie de prestations sociales, il continuera de les toucher.
Enfin, si la France dispose de tous les papiers nécessaires pour permettre une expulsion, même d'un laissez-passer consulaire envoyé par le pays d'origine, l'expulsion, qui se fait par vol commercial, peut ne pas aboutir si la compagnie aérienne ou le commandant de bord s'y oppose. Cela arrive dans un cas sur deux. Voilà, donc vous l'avez bien compris, tout est fait pour que des millions de clandestins arrivent sur l'Europe et qu'il devienne presque impossible de pouvoir les renvoyer chez eux. Ceci est un plan organisé à très très grande échelle par les gens d'en haut, comme nous allons le voir à la fin de cette vidéo. Et pendant ce temps-là, il se passe malheureusement des drames comme celui-ci. Alors c'était hier, un gamin de 2 ans qui était avec sa maman, il sortait d'un magasin, ça se passe sur un parking, et la mère marche peut-être à quelques mètres devant l'enfant. L'enfant tombe, trébuche et tombe au sol, et il est alors percuté par un véhicule conduit par un homme d'origine géorgienne qui n'avait pas de permis de conduire et qui était sous OQTF. La scène se passe à Rennes, le conducteur est interpellé et placé en garde à vue. Il était 18h30, les témoins disent que le véhicule roulait doucement. Enfin, les faits sont terribles parce que d'abord cet homme, n'avait rien à faire sur le territoire français. Il était sous OQTF. Il conduisait un véhicule alors qu'il n'avait pas l'autorisation administrative de le faire. Et en plus de ça, il heurte un enfant de 2 ans, lequel enfant a été transporté à l'hôpital et est mort des suites de ses blessures. Quelques heures plus tard, on n'a jamais pu le sauver. Alors bien évidemment, paix à son âme et toutes mes condoléances à la famille. Malheureusement, cette boucherie sur notre sol n'est pas prête de s'arrêter. Un jeune homme de 18 ans qui a été interpellé dans le RER B à la fin de la semaine dernière en Seine-et-Marne avec une carabine de 22 longs rifles sous sa djellaba. Il dissimulait son arme sous sa djellaba. C'est un jeune majeur de nationalité algérienne en situation irrégulière sur le territoire. Il a été placé en garde à vue. Il était déjà recherché pour des faits de vol avec violence survenu en septembre dernier à Paris. Il était connu des services de police pour de nombreux faits de vol. Il avait une OQTF et on apprend bien qu'il a été remis en liberté. Voilà, il a été remis en liberté dans l'attente de son jugement. Alors certes, il est sous contrôle judiciaire, mais ça veut dire quand même qu'il est libre, qu'il se promène librement. Et son obligation judiciaire, c'est une obligation de pointage une fois par semaine. Voilà, donc le gars se trimballe avec une arme dans le RER et au final, pas de prison, il est totalement libre. Son unique sanction, c'est de pointer une fois par semaine au commissariat de son quartier. Donc il est très facile de comprendre le message que la justice veut faire passer. Tout le monde peut s'armer sans être emprisonné. La France va devenir pire que les États-Unis. Et attention, accrochez-vous bien. Je rappelle quand même qu'on est dans le cadre de l'Union européenne, il y a une directive qui s'appelle la directive Retour, qui date de 2008, qui, accrochez-vous bien, explique en fait que quand vous interpellez un migrant illégal ou quelqu'un qui doit être renvoyé du territoire, le départ doit être volontaire. Vous comprenez pourquoi, par exemple, tous les déboutés du droit d'asile restent en France, ils ne repartent jamais. Ça, c'est le règlement européen. Donc on comprend bien que c'est cette Europe mafieuse de bureaucrates élus par personne qui empêche au pays de renvoyer dans leur pays d'origine les clandestins sous OQTF. Cette immigration massive n'est pas le fruit du hasard, c'est un plan orchestré à très très grande échelle. Et écoutez André Berkoff. Vous ne voyez pas l'impuissance absolue de ce pouvoir. Je dis bien l'impuissance absolue qui a transformé l'Europe en passoire. Ouais. Open bar, passoire et compagnie. Alors vous me dites l'Union européenne ne veut pas sortir de l'Union européenne. On peut changer peut-être un certain nombre de règlements. On peut peut-être voir est-ce que la France est encore un pays souverain ou c'est un pays satellisé, ou c'est un pays colonisé par les techniciens de l'Union européenne. Il y a 27 pays dans l'Union européenne. Oui. Qui a repris ses frontières? Personne. Pardon, si. Non, Orban, Monsieur Orban, en Hongrie, a repris ses frontières. Ah, mais non, mais non. Allez en Pologne et allez en Hongrie. Allez en Pologne et allez en Hongrie. Moi, j'y suis allé récemment. Allez voir ce qui se passe. Et si vous avez vu ma vidéo de la semaine dernière sur Viktor Orban, vous savez déjà que ce président hongrois s'est protégé d'une immigration massive incontrôlée. Encore une fois, c'est pas du racisme, c'est juste du bon sens pour pouvoir protéger son peuple en termes de sécurité et de travail. Et souvenez-vous de l'attaque à la gare du Nord. Ce matin-là, Jacqueline attend le train de 7h19 à la gare du Nord, direction la Belgique, pour rendre visite à ses parents. Loin d'imaginer qu'elle va frôler la mort. Vers 6h30, j'étais sur place. J'ai pris un café emporté, je suis allée m'asseoir sur les petits bancs en bois. En un instant, tout bascule.
Un homme armé d'un poinçon, ici à droite, vient de s'introduire dans la gare et s'attaque violemment à des voyageurs au hasard. 6 personnes sont blessées. Voilà encore un événement que les médias et les politiciens considèrent banal. C'est devenu notre quotidien, un quotidien extrêmement dangereux pour n'importe quel citoyen. Tout ça à cause de Macron et des gauchistes. Et écoutez. Oui, alors a priori, grâce à ces empreintes digitales, cet homme a été identifié. En tout cas, ces empreintes digitales font remonter à quelqu'un qui est connu sous de multiples alias, parce que en fait, à chaque fois qu'il est arrêté par la police, il donne une identité et un âge différents. Mais ce soir, ils en ont la quasi-certitude. Il s'agit d'un homme qui est âgé d'une vingtaine d'années, qui est un Libyen, qui est arrivé en France il y a 3 ans et qui était sous le coup d'une OQTF, obligation de quitter le territoire français, et qui avait été émise à l'été 2022 et qu'il n'avait pas été exécuté. Donc il y a 6 mois, qu'il n'avait pas été exécuté. Alors il faut savoir, donc c'est un Libyen. Il est compliqué d'expulser des gens vers la Libye en raison de l'instabilité du pays, et aussi parce qu'il n'y a pas de réel canal d'échange entre pays pour identifier précisément les ressortissants. J'ajoute qu'il était connu de la police pour des faits de droit commun, pas de gros faits, essentiellement des atteintes aux biens, ce qui peut expliquer aussi qu'il n'ait pas été jugé prioritaire pour être expulsé, parce qu'il y a un autre problème, c'est qu'il n'y a pas assez de place dans les centres de rétention administrative. En 2019, il y a eu 100 à 120 000 OQTF qui ont été délivrés, et il y a actuellement en France 1850 places dans les centres de rétention administrative. Donc souvent, eh bien, les autorités font des choix. Donc 1850 places en rétention pour 125 000 migrants sous EQTF. Je le répète, absolument tout est fait pour que cette immigration se produise. Encore une fois, c'est un plan, c'est pas le fruit du hasard. Ce sont des millions de personnes de différents pays qui arrivent en même temps sur l'Europe. Et bien sûr, tout est fait pour qu'ils ne repartent jamais. On garde même les criminels. Tout est planifié, organisé, orchestré minutieusement par les gens d'en haut qui refusent un référendum au peuple. Le peuple n'est plus souverain dans son propre pays. Et écoutez... On va écouter Patrick Stefanini qui était ce matin sur CNews. Il nous explique, par exemple, que quand il y a une OQTF qui est prononcée par le ministère de l'Intérieur, eh bien, ça ne passe pas sur les prestations sociales, par exemple. C'est-à-dire que le mec, il a une OQTF, mais on continue à lui verser... Après, ce sera mieux. Mais on continue à lui verser ses prestations sociales parce qu'il n'y a pas de communication entre le gouvernement. C'est peut-être un problème de moyens aussi, Jérôme Dubus. On écoute. Aujourd'hui, on lit dans le rapport de la Cour des comptes que ce comité ne se réunit plus, que la coopération du ministère de l'Intérieur avec les autres départements ministériels est réduite à peau de chagrin. Et on constate, et ça pour moi c'est pas une surprise, que je l'ai vécu dans toute ma vie professionnelle, on constate que les ministères sociaux, pour faire court, ne joue pas le jeu, c'est-à-dire que lorsque le ministère de l'Intérieur prend des décisions d'éloignement, qui sont inscrites dans les fichiers. Ça, c'est très intéressant. Oui. Il n'y a pas de conséquences en termes de prestations sociales. Rosa Méziane, c'est surréaliste quand même ça. Ouais, donc ici, par exemple, des violeurs sous EQTF ne sont pas incarcérés, ce qui est évidemment très dangereux pour nos femmes et nos filles. Mais en plus, notre peuple, par nos impôts, continue de leur payer diverses contributions en euros. Et on nous dit qu'il faut travailler 2 ans de plus pour les retraites, qu'il n'y a plus d'argent pour les écoles, les hôpitaux, les routes délabrées et tout autre service public. En bref, les macronistes, les gauchistes détruisent notre pays et distribuent notre argent, entre autres, à des criminels responsables de faits très graves sur notre peuple. Et écoutez... Depuis le début, la jeune femme, qui est un mois plus tard, bien entendu, toujours traumatisée, a décidé, et son avocat l'a expliqué, de porter plainte pour mise en danger de la vie d'autrui contre l'hôpital Cochin. Moi, je pense qu'elle devrait porter plainte aussi contre l'État. Parce que le rôle de l'État, c'est de protéger ses citoyens. Nous sommes des citoyens français, nous payons des impôts, nous confions à des personnes pour lesquelles nous payons notre sécurité. Et là, il y a rien qui va. C'est pas possible. C'est pas possible. Et quand on parle de non, mais la justice n'est pas trop laxiste. Non, mais le type suspecté déjà de viol sur mineur. Mais qu'il n'ait pas été condamné, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Enfin, voilà. C'est incroyable. En fait, on ne peut pas le renvoyer parce qu'on ne connaît pas vraiment son identité différente. 13, tu l'as bien expliqué, 13 identités différentes. C'est-à-dire que les policiers. Enfin, au moins, tu le gardes en prison. Exactement, bien sûr. Les policiers sont démunis. Tu le laisses pas dans la rue. Parce que ce ne sont pas. Les policiers l'arrêtent. Sauf que c'est la justice
justice en France, heureusement que ça se passe comme ça dans un pays démocratique, ce ne sont pas les policiers qui décident de qui va en prison ou pas. Mais derrière, il y a des juges qui décident de le renvoyer dans la rue, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met en danger en danger les Français et les Françaises, surtout, avec ce genre d'individus, parce qu'il y a des juges qui sont trop laxistes. Alors vous imaginez, le violeur de l'hôpital Cochin avait déjà violé une fille mineure et il était en liberté. Et il parle de juges trop laxistes. Je pense que tout le monde l'aura compris. Beaucoup de juges font partie du même club que ces mondialistes qui veulent nous détruire pour nous asservir. Et les autres juges qui veulent faire leur boulot, qui sont droits dans leurs bottes, reçoivent eux des pressions de Dupond-Moretti pour qu'ils arrêtent de faire leur boulot. Et on passe tout de suite à une autre histoire où un papa a failli se faire décapiter dans le train car son bébé faisait trop de bruit. Il a failli se faire décapiter, il a failli se faire crever l'œil. Gamal Amina, est-ce que ça vous met autant en colère ? Évidemment, mais par contre, non, faut revenir un petit peu. Il n'a pas failli se faire décapiter. Le policier a dit qu'il avait l'impression qu'il voulait. Oui, moi, je vois juste. Enfin, vous avez vu derrière, dans le cou. J'ai eu 21 points de suture, donc c'est des coups de couteau. Ce qui se passe, c'est que ce malheureux, évidemment, il en a pour toute la vie parce que c'est un traumatisme. Et à côté de ça, il faut rappeler quand même l'essentiel. En dehors du fait seulement qu'il soit au QTF, mais enfin, ça, c'est encore presque anecdotique. Ah non, c'est l'essentiel. Excusez-moi, c'est l'essentiel. Excusez-moi, c'est l'essentiel, c'est pas anecdotique du tout. Au QTF ou pas au QTF, c'est un type qui était en état d'ébriété, qui s'est comporté comme un sauvage. Et là, il y a un problème vraiment lié aussi à l'alcool. Mais non. Voilà, donc ce gars essaie de faire passer ce problème pour juste un problème alcoolique. Non, ce gars n'avait rien à foutre sur le territoire français. Il était sous OQTF, obligation de quitter le territoire français. Si l'État avait accompli son devoir, ses obligations régaliennes, ce papa ne se serait pas fait trancher la gorge. Point barre. Et écoutez. Je vais vous donner un chiffre qui est tombé et qui fait froid dans le dos. Vous dites que le gouvernement avant s'est fait des propositions. Mais en fait, Mayotte, c'est l'échec de la Macronie, même en France. Aujourd'hui, en 2023, le taux d'exécution des obligations de quitter le territoire français, c'est 6,9%. Si le résultat aujourd'hui de l'action du gouvernement, c'est ça, nous on dit que le président de la République, en 2017, avait promis 100% de taux d'exécution des OQTF. Ils ne l'ont pas fait, nous le ferons, parce que nous aurons une politique ferme. Voilà, et donc selon les chiffres officiels, seulement 6,9% des OQTF sont renvoyés chez eux, ce qui fait en gros 93% des OQTF qui restent sur notre territoire, la France. Et certains sont des criminels notoires. Seulement 6,9% sont renvoyés chez eux, alors que Macron avait promis, bien sûr, de tous les renvoyer chez eux. C'est ce que disait Emmanuel Macron, c'était en 2017, quelques mois après son arrivée à l'Élysée. Je veux être ici intraitable. Toutes celles et ceux qui, étant étrangers en situation irrégulière, commettent un acte délictueux, quel qu'il soit, seront expulsés. Et je souhaite qu'on prenne toutes les dispositions d'organisation, dès les prochains jours, prendront ces dispositions d'organisation, mais ça veut dire aussi qu'on doit être plus efficace dans nos politiques de reconduite. 2 ans après, en 2019, dans un entretien à l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, le président Macron a donné un objectif chiffré, 100%. Il souhaite que 100% des personnes sous le coup d'une obligation de quitter les territoires soient effectivement expulsées. Donc tout le monde l'aura bien compris, Macron a encore menti pour la millionième fois. Ce gars ment frénétiquement sur tous les sujets. Il n'a aucun respect du peuple français. Et écoutez une autre marionnette du système. Les chiffres du ministère de l'Intérieur montrent que les étrangers sont surreprésentés parmi les mises en cause dans les affaires de délinquance en France. On en parlait en début de semaine sur CNews. Pourquoi ne réduit-on pas l'immigration plus drastiquement ? Elle a été réduite. Elle a été réduite. Vous voyez bien que de manière continue depuis 2017, que ce soit les 2 lois que nous avons fait adopter, non sans mal, parce que parfois ça a été difficile de trouver des alliés pour faire voter ces lois. Mais on a permis plus de reconduction à la frontière. On sait bien que c'est toute la difficulté. La difficulté, c'est quoi ? C'est d'arriver à faire exécuter. Maintenant, le symbole de l'immigration est devenu la question des OQTF. Est-ce qu'on arrive ou pas à faire reconduire à la frontière, qui était l'objectif d'Emmanuel Macron, on en est mais qui doit rester évidemment notre objectif, puisque c'est tout simplement le principe de faire appliquer les décisions qui sont des décisions administratives et des décisions de justice. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est des discussions aussi difficiles d'État à État. Ceux qui vous promettent que demain, par le simple fait miraculeux de leur arrivée au pouvoir, 100% des OQTF, dès le lendemain, seraient exécutés, mentent et savent qu'ils mentent. Parce que ça suppose quoi ? Ça suppose une coordination européenne, une réponse européenne, et ça suppose une coordination aussi d'État à État pour être en capacité à un moment d'être souverain, tout simplement. Voilà, bref, je commente pas sur cette chose qui peut éclabousser, ça sent pas très bon. Et on passe maintenant à une magistrate qui a failli se faire violer par un Algérien sous OQTF. Alors évidemment, cette tentative de viol et le comportement, enfin le criminel de cet Algérien clandestin sous OQTF est parfaitement condamnable, mais l'histoire dira si la magistrate en question appartient au syndicat de la magistrature.
Et en l'occurrence, pour condamnable qu'il soit, j'espère en fait que cet acte va ouvrir les yeux d'un certain nombre de magistrats sur parfois l'enfer qu'ils font vivre aux Français avec leur idéologie permissive en matière migratoire et en matière criminelle, surtout lorsque la criminalité et la délinquance est d'origine étrangère. Voilà, j'espère qu'il y aura une prise de conscience de ce corps de métier qui parfois laisse penser qu'il y a une forme de laxisme dans les jugements et les décisions qu'il est amené à prendre, notamment lorsque les coupables sont d'origine étrangère. Alors là, c'est pas gagné. Il faudrait d'abord vérifier le club dont font partie certains de ces magistrats et écouter le nombre de femmes violées par des OQTF juste l'année dernière en France. Alors déjà, Madame Ayé, qui nous promet que dans 2 ans, il n'y aura pas de Lampedusa, fait partie du même gouvernement qui nous avait affirmé il y a quelques années qu'ils appliqueraient 100% des OQTF. Voilà. Et quelques années après, on est à 7%. Et demain, on n'aura plus ce problème puisqu'il y aura plus d'immigration irrégulière. Bien sûr, 7%. Et l'année dernière, 46 femmes, seulement connues dans la presse, qui ont été violées par des clandestins sous OQTF, dont des grands-mères. Voilà. Donc 46 femmes ont déclaré s'être fait violer par des OQTF l'année dernière. Et combien de femmes se sont tues? Combien de femmes n'ont jamais rien déclaré? Les femmes violées savent que c'est très très dur d'en parler et beaucoup malheureusement préfèrent se taire à jamais plutôt que de porter plainte. Et écoutez Laure Lavalette du Rassemblement National. Vous savez, tout à l'heure, on parlait de l'état psychologique. Ça m'a fait penser à Lola. J'étais sur ces plateaux-là aussi au moment où Lola a été découpée, mise dans une valise par quelqu'un, souvenez-vous, qui était sous le coup d'une OQTF. Et on a passé des soirées entières à se demander quel était le profil psychologique de sa meurtrière. Mais en fait, on s'en fout. La vraie question, c'est que cette dame n'aurait plus dû être sur notre sol et n'aurait jamais dû croiser le chemin de la petite Lola. Donc encore une fois, je pense que ce que vous disiez sur même si là, en l'occurrence, il était en situation régulière. Oui, mais la France n'a pas vocation à être l'asile du monde. Ça n'est pas possible. Nos services de psychiatrie sont déjà complètement embolisés depuis le Covid, et Thérèse Argot aurait pu aussi nous en parler. Il y a même plus de psychiatrie pour les enfants. Ils sont disséminés dans les services de psychiatrie adultes. Et en plus, on devrait avoir les psychotiques maliens. Mais ça n'est pas possible. Ça n'est pas ce que les Français veulent. Alors tout le monde se souvient de la petite Lola, 12 ans, violée, tuée, décapitée par une Algérienne sous OQTF. Cette personne maléfique avait ensuite découpé le corps de la petite Lola pour le sortir dans une malle. L'horreur absolue. Et son père disait ça. Cette femme qui a enlevé la vie de ma fille, elle a tué toute une famille. Voilà. J'ai perdu ma femme, j'ai tout perdu. Il va falloir que je remonte la pente, moi. Et c'est dur, mais il va falloir. Parce que sinon, si moi je remonte pas la pente, en gros, j'enterre tout le monde, quoi, avec moi. Tout ce que je veux aujourd'hui, c'est me refaire soigner et m'en sortir de ma vie. Déjà pour mes enfants. Pour mes enfants et ma femme que j'aime. C'est le minimum que j'y dois. Et c'est le minimum que je dois à mes 2 garçons qui restent. Un jour après l'autre. Et on fera ce qu'on peut. Alors cet homme, le père de Lola, selon l'avocate de la famille, serait mort autant d'une crise cardiaque que de chagrin. Elle avait déclaré « Johanne Davier avait la tête et le cœur trop près de l'enfer. Depuis les faits commis sur sa fille, il dégringolait. » Alors encore une fois, paix à son âme et toutes mes condoléances à sa famille. Et la meurtrière algérienne est restée 9 mois en prison. Et elle fut libérée pour être envoyée en hôpital psychiatrique. Elle aura fait 9 mois de prison pour le meurtre, la décapitation et le viol de ce petit ange qu'était Lola. Paix à son âme. Et écoutez. Oui, c'est un sujet à émotion. Je pense que perdre un enfant, c'est la douleur la plus vive qui puisse exister. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier quelque chose. Dabia, j'ai oublié son nom, était sous OQTF. Et ça, j'ai l'impression qu'on occulte cet élément. C'est d'ailleurs CNews qui avait fait part de cet élément. C'est le cœur du dossier. Dabia, enfin, j'ai oublié, je vous prie Ben Keret n'avait pas à être sur le territoire français. Emmanuel Macron avait promis en 2019 100% des OQTF exécutés. Alors, c'était ambitieux et rassurant. Or, elle est décédée, il me semble, en octobre 2022. Il y avait à peu près 6-7% des OQTF exécutés. Si l'OQTF avait été exécuté, ce drame aurait pu être évité. Donc c'est pas un drame qui aurait pu ne pas être évité. On pouvait l'éviter. Encore faut-il avoir la volonté politique, encore faut-il faire le nécessaire. Et je ne comprends pas qu'il n'y ait pas un sursaut national collectif au plus haut sommet de l'État quand il y a ça. Je veux dire, on a eu Claire, il n'y a pas si longtemps, qui a été violée par un migrant sous OQTF et ça continue et ça continue. Jusqu'où faut-il aller? Donc bien sûr que c'est
inadmissible et je compatis pour ce père. Même pour Claire, certains avaient mis en doute la véracité. Oui, mais là, certains avaient occulté cette information dans ce dossier de dire qu'il y avait une OQTF en disant c'est une récupération politique. En quoi cacher une information déterminante est une récupération politique? Ça s'appelle l'information de nos téléspectateurs. Effectivement. Et oui, le terme récupération politique est uniquement un terme utilisé pour empêcher les gens de partager des informations sur des actes totalement dégueulasses du gouvernement. Oui. Encore une fois, je ne fais que constater, j'analyse pas. Oui. Il va à l'encontre de ce que demandaient les parents de Lola, qui ont demandé à ce qu'on ne fasse pas de récupération politique. Mais le problème, attendez, les mots récupération, instrumentalisation, indignité, déshonneur, ce n'est rien d'autre qu'un tir des orgues de Staline, de la bien-pensance, pour empêcher, en fait, de mettre sur la place publique des affaires. Je suis désolé. Attendez, quand Brahim Bouharam, les plus anciens s'en souviendront, quand Brahim Bouharam est jeté dans une rivière par un skinhead en 95 et qu'une plaque rappelle aujourd'hui sa mémoire et que tous les progressistes, depuis le moment de sa mort jusqu'à aujourd'hui, font des allées et venues de génuflexion devant la plaque pour rappeler que la France est un pays raciste. D'ailleurs, ce type a été jeté. Pour rappeler qu'il est mort à cause du racisme. Oui, qui a parlé de récupération? Est-ce qu'ils ont demandé à la famille de Brahim Bouharam? Non, attends. Malik Osseki, même chose. Alors rien à ajouter, c'est très clair. Et écoutez André Berkoff. Un homme armé de 2 lames de cutter s'est introduit avant-hier dans l'enceinte d'une école maternelle du 12e arrondissement, je dis bien école maternelle du 12e arrondissement, vers 9h du matin. Il avait dérobé un jeu de clé qui lui a permis d'accéder à l'école autour de laquelle il rôdait depuis un moment. Eh bien, le personnel d'établissement, ils ont appris ça, ils ont confiné la 30aine d'élèves dans un gymnase, je rappelle, école maternelle. Hein. L'homme est alors monté sur une terrasse et a tenté de s'attaquer à la baie vitrée. Bon, les policiers, heureusement, il y avait un policier qui n'était pas d'ailleurs armé, qui n'était pas en tenue, qui a neutralisé l'individu et heureusement ensuite il a pu commencer et puis une dizaine de policiers sont arrivés. Il a fallu effectivement se battre à 10 pour que l'homme se criait et se débattait. Voilà, donc coup de taser. Alors l'homme a été placé en garde à vue. On apprend qu'il avait fait déjà oblé, il était en situation régulière. Ah, ça fait que la 400e fois, hein, si on parle de tous les attentats, de tous les incivilités, de tous les tabassages, de toutes les agressions. Il est de nationalité tunisienne et surtout, il avait fait déjà l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Vous savez, quand on dit OQTF, aujourd'hui, on rit. Et oui, on ne ricane plus, on rit. Obligation de quitter le territoire français. Combien vous entendez pratiquement tous les jours que quelqu'un qui avait OQTF, et on avait promis que 100% d'OQTF serait exécuté, il n'y en a que 6%, et voilà. Ça s'appelle comment ça ? Comment on peut appeler ça? Comment on peut appeler cette espèce de... C'est même plus de la passivité, quoi. C'est... Bon, écoutez, bon, c'est pas grave, hein. Il faut s'habituer à vivre avec les OQTF. Il faut s'habituer à vivre avec le cutter. Il faut s'habituer à vivre avec le couteau. Il faut s'habituer à vivre à tout ça. Parce que pour les gens qui laissent faire, bon, ça n'arrive qu'aux autres. Ça n'arrive qu'aux autres. Alors écoutez, oui, c'est très désagréable, ils ont l'air très fermés. Et les autres. Et quand ça vous arrive à vous, alors là, il vous reste effectivement vos yeux pour pleurer, ou peut-être pour réagir. Et oui, comme il le dit, pour certains, tout va bien jusqu'à maintenant, jusqu'au jour où la roulette tourne et s'arrête sur nous. Jour de pas de chance qui restera gravé dans notre mémoire à jamais. Et écoutez le délire d'une gauchiste, la Rousseau. Si vraiment il y a des personnes qui sont dangereuses, des potentiels terroristes, c'est pas parce qu'ils restent en Afghanistan qu'ils sont moins dangereux en vrai. Donc quelque part les avoir en France, ça nous permet aussi de les surveiller. Ouais, donc avoir des terroristes en France nous permet de les surveiller. Je pense que sa mère a vraiment dû la bercer vraiment trop près du mur. Il n'y a pas d'autre explication. Regardez. C'était une promesse du ministre de l'Intérieur faite en octobre dernier au lendemain de la mort de Dominique Bernard dans l'attentat d'Arras. La ligne de fermeté est donc extrêmement claire. Expulsion systématique de tout étranger qui sont en effet considérés comme dangereux par les services de renseignement. Pourtant, jeudi, un homme fiché S visé par une OQTF et inscrit au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste a été libéré par la justice et assigné à résidence. Il était jusqu'alors détenu dans un centre de rétention administrative et à 2 reprises déjà, son enfermement avait été prolongé.
Or, à la 3e demande de prolongation, le juge de la liberté et de la détention n'a eu d'autre choix que de le laisser partir, car pour prolonger la détention d'un individu une 3e fois, il faut que l'autorité administrative démontre que ce dernier allait réellement quitter le territoire. Problème, l'Algérie, le pays d'origine de l'homme, n'a toujours pas délivré de laissez-passer consulaire, essentiel à l'exécution de l'OQTF. On va être confronté de plus en plus à ce genre d'individus, puisque ceux qui ont été en Syrie vont se retrouver dans la nature. Et ce sont des grenades dégoupillées, parce que ce sont des gens qui ont le goût du sang dans la bouche, si je puis m'exprimer ainsi. L'individu âgé de 40 ans avait été condamné en 2017, selon le journal du dimanche, à 9 années de prison après s'être rendu en Syrie pour rejoindre l'État islamique en 2013. Voilà donc un terroriste algérien sous OQTF qui avait rejoint l'État islamique en Syrie est en liberté dans nos rues. Voilà le sens de la justice française, l'idéologie de la Rousseau, les avoir en France pour mieux les surveiller quand ils sont au final en liberté. Et rappelez-vous de l'attaque d'Annecy. 6 personnes, dont 4 enfants en bas âge, ont été blessées par un homme armé d'un couteau ce matin dans le sud-est de la France. Le drame a eu lieu à 9h45 dans un terrain de jeu situé à Annecy en Haute-Savoie. Les pronostics vitaux de 2 enfants et d'un adulte sont engagés. Les victimes ont été transférées au centre hospitalier d'Annecy. L'identité de l'agresseur de 32 ans, de nationalité syrienne, a été confirmée par les autorités. C'est une attaque contre l'humanité qui a eu lieu ce matin. Une attaque contre notre âme, tout simplement, où de jeunes enfants qui jouaient en dehors du temps scolaire se sont fait attaquer par un individu. Et donc ce que nous voulons dire aujourd'hui, c'est notre solidarité d'êtres humains, d'Annéciens, de Français à leur égard. Et nous voulons aussi avoir une pensée infiniment reconnaissante pour les forces de secours, pour les forces de l'ordre, qui sans hésiter un instant, avec la rapidité qu'exigent les circonstances, se sont rendus sur place, sont intervenus, sont en train d'intervenir. Sur Twitter, le président français Emmanuel Macron a qualifié l'attaque d'une lâcheté absolue et a affirmé que la nation était sous le choc après le drame. Les réactions de l'ensemble de la classe politique ont été nombreuses et une minute de silence a été observée à l'Assemblée nationale. La première ministre Elisabeth Borne et Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, vont se rendre sur les lieux de l'attaque. Voilà donc ce Syrien, je répète, ce Syrien a poignardé 4 enfants et 2 adultes et en même temps, comme dit l'autre dégénéré, a permis de clôturer comme par magie le débat sur les retraites. Les médias collabos alors ne parlaient plus que de cet homme 24 heures sur 24 et la réforme des retraites fut adoptée et nous a condamnés à travailler 2 ans de plus pour obtenir notre sésame, notre retraite. Chacun en pensera ce qu'il veut et écoutez. C'est dans cette avenue du Moulin de Sacquet à Vitry-sur-Seine que l'agression a eu lieu ce samedi soir. La victime, une femme de 37 ans, a été attaquée par son ex-compagnon au visage à l'aide d'un cutter. Lorsque les policiers arrivent sur place, la femme est entourée de témoins et de son fils, présents au moment de l'agression. Prise en charge par les secours, la victime présente de profondes lacérations au niveau du visage et des bras. Elle est conduite à l'hôpital pour y être opérée sans que son pronostic vital ne soit engagé. L'agresseur avait à plusieurs reprises menacé de s'en prendre à elle. Il s'agit d'un homme de 39 ans, Samir B, sans domicile fixe. Il est connu des services de police et sous plusieurs alias algériens et marocains. Il faisait également l'objet d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire. Il est actuellement activement recherché. Voilà un fait divers devenu tellement banal, se faire lacérer le visage et le corps à coups de cutter. La France n'avait jamais connu un tel niveau d'ensauvagement. Et écoutez. Ce jour-là, lorsque Karine regarde les caméras de surveillance de sa maison entièrement rénovée pour un projet associatif, c'est la surprise. Un homme s'y balade nu. La première que j'ai vue, c'est celle-là. Quand il était tout nu, le choc. Très vite, elle prévient la police qui arrive quelques minutes plus tard. L'homme de 26 ans est alors interpellé. Une fois sur place, Karine constate impuissante les dégâts causés. Il est rentré par effraction de ce côté-là, en fait. Et là, apparemment, il aurait fait ça avec une barre de fer. Il s'est installé, il est allé dans la cuisine. Enfin, il a vaqué comme il avait envie dans la maison. L'entreprise qui est passée, regardez pour les tarifs, m'a dit qu'il fallait compter au minimum 7 000 €. L'homme, en situation irrégulière et de nationalité tunisienne, dit être entré dans la maison pour chercher de l'argent, un endroit où dormir et plus surprenant, l'attention de la police. En effet, d'après nos informations, l'homme qui fait l'objet d'une OQTF depuis novembre dernier souhaite être renvoyé chez lui en Tunisie, une procédure qui n'a jamais abouti. Ils m'ont dit qu'ils le mettaient en garde à vue et qu'après ils allaient le relâcher parce que de toute façon, il avait des faux papiers. Et qu'en fait, il ne pourrait pas
faire grand-chose derrière, quoi. Karine, quant à elle, n'ose plus entrer seule dans la maison. Et pour cause, l'homme assure qu'il recommencera tant qu'il ne sera pas renvoyé dans son pays d'origine. Alors là, c'est le pompon, même le gars sous OQTF veut rentrer chez lui en Tunisie et l'État ne veut pas. La procédure s'est perdue dans les couloirs de l'administration de Macronie. Et attendez, c'est pas terminé. Là, un Kurde sous OQTF, escorté par la police à l'aéroport, devait être envoyé chez lui sur un vol commercial. Alors la police a reçu un petit comité d'accueil à l'aéroport pour essayer de libérer leur ami kurde. Une bagarre en plein aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Dans un vacarme général, le rassemblement a tourné à l'affrontement. Des agents tentent de maîtriser la situation. Tout commence un peu plus tôt, vers 14h. Un convoi de police qui transporte un militant kurde est gêné par un groupe de 20 à 30 personnes dans une zone publique d'un terminal. Comment est-ce que ce regroupement peut se former à ce moment précis en sachant que tel individu est reconduit en fait? Ça pose des problèmes de sécurité. L'homme transporté est visé par une OQTF. Puis un peu plus tard, le groupement d'individus tente de passer les portiques d'une zone inaccessible sans billets. Les esprits s'échauffent. 3 agents de l'aéroport sont légèrement blessés. De plus en plus, on est forcément dans l'application des commandes politiques, c'est-à-dire de multiplier les reconduits frontières. Si à chaque fois, en fait, on fait face à ce type de regroupement, on va pas s'en sortir, en fait. Un peu plus tôt, des élus communistes étaient venus apporter leur soutien à la cause. Le militant kurde, lui, a bien été expulsé. Alors voilà la France de Macron et d'Ursula von der Leyen, un carnage quotidien, même des attaques dans des aéroports. Et écoutez... Dramatique accident dans la grève des agriculteurs. Cette personne que vous voyez s'appelait Alexandra Sunak, trentaine d'années, mère de 2 filles. Son mari et sa fille sont dans un état grave à l'hôpital et elle est malheureusement décédée suite à un chauffard qui est rentré accidentellement ou pas, nous le saurons suite à l'enquête, mais il est entré dans un ballot de paille et cette personne est malheureusement décédée dans le cadre des manifestations. Petit détail, ces 2 personnes, les 2 chauffards étaient sous OQTF. C'est-à-dire qu'ils auraient dû, bon, ils ne sont pas connus des services de police, mais ils auraient dû être expulsés du territoire français. Mais comme on le sait, 95% des demandes d'expulsion n'aboutissent pas. Donc la France est remplie de personnes qui n'ont rien à y faire. Ça, c'était pour, malheureusement, encore une fois, ça arrive très très souvent, la très mauvaise nouvelle. Et attendez, c'est pas terminé, écoutez. Ils étaient 3 dans la voiture et ce qu'il faut savoir, c'est que ces 3 personnes-là se sont enfuies en courant. Une fois, après, quand ils sont sortis de la voiture, quand tout s'est arrêté, ils sont partis en courant, c'est les agriculteurs qui les ont attrapés. Ah oui, d'accord, donc ils sont pas restés, donc effectivement, ouais. Ils avaient peut-être pas envie qu'on leur tombe dessus. Voilà, ils avaient peut-être pas envie qu'on se demande pourquoi ils roulaient si vite. Et très tôt le matin, quoi. Et très tôt le matin, oui. Sur des petites routes départementales. Ils allaient en Andorre, c'est ça? Ils sont de nationalité étrangère, ce qu'on sait. Et de nationalité étrangère qui parlent pas un mot de français, et voilà. Donc ces 3 Arméniens sous OQTF ont tué une agricultrice de 35 ans décédée sur le coup. Sa fille de 14 ans a succombé également à ses blessures et son mari était grièvement blessé. Je ne sais pas s'il a survécu. Encore une fois, paix à leurs âmes et toutes mes condoléances à la famille. Et par contre, l'État chasse les personnes qui dénoncent la vérité. Des messages associant migrants et violeurs brandis dimanche dernier en plein carnaval de la ville de Besançon. Une action du collectif Némésis, un mouvement qui se décrit comme féministe identitaire, relayé par ses membres sur les réseaux sociaux. Sur cette banderole déployée en pleine façade du centre-ville, un message similaire. 46 femmes auraient pu être épargnées si les OQTF avaient été appliqués en 2023. Dans un tweet publié dimanche, la maire de Besançon a annoncé saisir la justice. Une plainte déposée hier après-midi pour provocation à la haine raciale. C'est une dérive démocratique, c'est une dérive contre l'humanisme plus exactement. C'est aussi une alerte sur une société qui, quand elle se construit sur le rejet, c'est une société qui se délite. Hier soir, dans un tweet, la directrice du collectif Némésis répondait à la maire de Besançon, invoquant un message de vérité. Plusieurs membres du collectif identitaire sont déjà visés par une plainte de l'université de Besançon en novembre dernier pour tag xénophobe. Identifier les 2 militantes du carnaval risque jusqu'à 1 an de prison et 45 000 € d'amende.
Et oui, cette mère écolo vient de la planète gauchiste et fait semblant de ne pas comprendre ce qu'ont voulu dénoncer Yona et le collectif Némésis. Leur unique but est de pousser l'État à renvoyer des violeurs criminels dans leur pays. Il n'y a aucun appel à la haine, il n'y a aucun racisme. La couleur de peau ou l'origine de ces personnes n'a absolument aucune importance. Ce qui est important, c'est que ces personnes ont commis des crimes, des viols et sont encore dans notre pays alors qu'elles sont sous OQTF. Obligation de quitter le territoire français. Je pense que c'est clair. Et l'État, bien sûr, veut dégager des immigrés qui, eux, n'ont absolument rien à se reprocher et ont une conduite exemplaire comme Chenaya. Chenaya est arrivée en France il y a presque 4 ans. Elle ne parlait pas du tout la langue. Depuis, cette lycéenne a obtenu son bac de français avec une moyenne de 15 sur 20. Pourtant, elle vient d'avoir 18 ans et a reçu une obligation de quitter le territoire français. Un coup dur pour cette élève studieuse. Quand j'ai vu les raisons, j'arriverais pas à comprendre intégration, stabilité, de retourner dans mon pays et que j'ai aucun problème. Ça m'a pris par surprise parce que j'ai vraiment croyé que peut-être j'aurais avoir le titre de séjour. Pour ses professeurs qui lui ont appris le français et les parents d'élèves, cette situation est insupportable. Une fois qu'elle est bien intégrée et en cours d'intégration définitive, eh bien on la désintègre, quoi. Donc là, si vous voulez, c'est quand même un peu dur d'accepter ça, quoi. C'est même cruel et relativement barbare. Le droit à l'éducation, il est là précisément pour que les jeunes puissent s'insérer. Donc il y a aussi une sorte d'inversion des valeurs qui pose un certain nombre de problèmes. Tous les camarades de Chenaya la soutiennent dans ses démarches et avec son avocat, elle a déposé un recours. Ils ont donné 1 mois pour quitter le territoire, mais vu que là on a fait un recours, ça bloque l'OQTF. Et là on essaie de faire tout ce qui est possible parce que je veux vraiment montrer à la préfecture et à la France que je veux vraiment rester. Le préfet de Nouvelle-Aquitaine s'est engagé à étudier le dossier des réceptions de son recours. Chenaya, elle, essaye de se concentrer sur ses études et son bac. Son rêve et de devenir vétérinaire en France. Et Chenaya, si tu m'écoutes, je te souhaite tout le meilleur. J'espère que tu pourras rester en France. La France est très fière d'accueillir des personnes comme toi qui veulent s'intégrer à notre peuple. Alors je vous demande à tous, mes amis, de signer une pétition pour qu'elle puisse rester en France. Elle le mérite vraiment. Vous trouverez le lien de la pétition sous cette vidéo. Et écoutez tout de suite Jordan Bardella. Réponse de Jordan. Donc madame, vous êtes en train de nous expliquer, parce que c'est un débat, donc je vais rebondir sur les propos que vous avez tenus, que on va limiter les attaques au couteau dont sont victimes tous les jours plusieurs centaines de nos concitoyens. Je le rappelle, 120 attaques au couteau par jour, en dédoublant les classes dans les écoles. Je vous écoute, continuez. Non, mais je vous pose... Non, je vous réponds. J'ai l'impression là qu'il y a un éléphant dans le salon et que vous êtes la seule à ne pas le voir. Vous me dites, je fais le lien entre l'immigration et la délinquance. Oui, madame. Tous les Français, aujourd'hui, qui sont connectés à la vie réelle, qui sortent dans les rues, qui prennent les transports en commun, voient qu'il y a un lien aujourd'hui, non plus seulement évident, mais statistique entre l'immigration anarchique que vous êtes incapable de maîtriser sur le plan français comme européen et l'insécurité, madame. Dans les transports en commun d'Île-de-France, je suis conseiller régional d'Île-de-France élu en Seine-Saint-Denis, 93%, madame, 93%, ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur, des vols qui sont commis dans les transports en commun d'Île-de-France sont le fait d'étrangers, pas de Français d'origine étrangère, d'étrangers. 63% des agressions sexuelles qui sont commises dans les transports en commun d'Île-de-France sont le fait d'étrangers, madame. La quasi-totalité de la violence de rue dans les grandes villes est liée aux mineurs étrangers non accompagnés, c'est-à-dire à des migrants qui arrivent sur notre sol, qui se font passer pour des mineurs, et qui on sont autant mineurs. Et on parlera, Jordan Bardella, de l'immigration dans ce débat, donc on ne va pas non plus y passer... Non mais c'est très important. On ne peut pas parler de la question de la violence. Vous faites part de vos arguments, Valérie répond, mais simplement je précise pour ceux qui nous regardent qu'il y aura une partie consacrée à l'immigration dans ce débat. Pardon, monsieur Duhamel, mais Madame Meillet nous explique, alors que nous vivons un climat d'insécurité où tous les voyants d'insécurité sont au rouge et où l'année 2023 a été l'année de tous les records, qu'on va lutter contre l'insécurité qui touche aujourd'hui des millions de Français dans notre pays tous les jours, en dédoublant les classes d'école d'une part, et que d'une part, il n'y a aucun lien entre l'immigration et l'insécurité. Pardon, mais manifestement, on ne vit pas dans le même pays. Alors clairement, ces macronistes et gauchistes vivent sur une autre planète. L'immigration n'est pas un problème en soi, car chaque pays a besoin d'immigration pour combler ses besoins. Le vrai problème, c'est l'immigration massive et incontrôlée, comme c'est le cas en ce moment, qui crée un chaos permanent. J'avais dit que ce chaos était planifié, et c'est vraiment le cas. Les preuves sont fournies par Viktor Orban, le Premier ministre hongrois. Souvenez-vous que M. George Soros a publié son plan en anglais dans un article de Project Syndicate.
daté du 26 septembre 2015. Il a publié un plan. L'Union européenne doit accepter au moins 1 million de demandeurs d'asile par année. C'était son premier plan. Deuxièmement, il disait un financement approprié est crucial et il a proposé d'émettre des euros d'obligations à long terme pour financer la crise migratoire et la prise en charge sociale des migrants à leur arrivée dans l'Union européenne. L'autre point très important pour la Hongrie, qui implique le territoire hongrois directement dans ce programme, il a dit, je cite, « Il faut établir des canaux sûrs pour les demandeurs d'asile en commençant par les acheminer de la Grèce et de l'Italie vers leur pays de destination. » C'est un plan qui est en cours. Il a été écrit, il a été publié et il est connu. Mais nous nous battons contre une bande organisée appelée l'Empire de George Soros, des ONG qui soutiennent quiconque qui transgresse nos systèmes juridiques et notre réglementation et qui finance des activités illégales contre notre nation. Voilà, donc ce plan de Soros pour détruire l'Union européenne fut publié en 2015 et devinez en quelle année l'immigration massive a commencé. C'était bien sûr en 2015 quand Viktor Orban a dû construire un mur sur sa frontière pour protéger son pays des centaines de milliers de migrants transportés sur l'Europe par les ONG de l'Open Society, de Soros et d'autres. Tout cela est organisé pour détruire nos pays culturellement en Europe. C'est la thérapie du choc en pratique. Tout ça pour fonder le nouveau pays Europe après ce chaos, cette destruction massive de nos cultures, traditions, droits et libertés. Ils veulent que tous les pays d'Europe deviennent des régions de l'Europe. Alors mes amis, il est temps de réagir aux prochaines élections européennes. Toute la gauche, le centre et la droite des Républicains ont voté pour Macron et cette Europe mafieuse de Van der Leyen. Nous devons en sortir au plus vite si nous voulons garder notre identité, notre culture, nos droits et nos libertés. Alors peuple de France, blancs, noirs, asiatiques, arabes, juifs et français, nous sommes tous dans le même camp contre ces pantins criminels au pouvoir. Si nous voulons préserver nos droits et nos libertés, soyons unis, fiers, déterminés. Sortons de cette Europe avec François Asselineau. Il est le seul et unique à maîtriser ce sujet très complexe. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je vous aime très très fort les amis, ensemble on va tous y arriver. Si vous avez tous aimé cette vidéo, partagez-la sur tous vos réseaux sociaux. Cliquez sur j'aime, la cloche et s'abonner qui sont juste en dessous. Je vous remercie de votre aide aussi avec ma cagnotte Tipeee pour que je puisse consacrer encore plus de temps à mes vidéos. Merci vraiment à vous tous et à très bientôt pour une prochaine capsule sur Vivre Sainement.